Toujours à la recherche d'un moyen pour contourner le cordon policier. En pleine forêt espagnole, un groupe de jeunes activistes français tente d'accéder à un hôtel de luxe. Choper les clubs Bilderberg International. Surveillé par la police. Depuis tout à l'heure, ça arrête pas les hélicos. À l'intérieur, le mystérieux groupe Bilderberg. Depuis plus de 60 ans, à huis clos, Americans, German and French. Il réunit une fois par an des personnalités internationales majeures. Bilderberg, le saint des saints des clubs mondiaux. Un groupe secret, hermétique. Margaret Thatcher, Bill Gates ou Emmanuel Macron y sont allés. Bilderberg, ou la réunion cachée qui déciderait de l'avenir du monde. Impénétrable Bilderberg. À défaut d'y être invité, nous prenons la direction du Tyrol autrichien. Nous avons rendez-vous avec un élu local resté lui aussi à la porte de Bilderberg. C'était il y a 3 ans, lors de l'édition 2015. Comment était cette route? Sans voiture. Sauf celle de la police. La route principale était fermée. Il y avait plus de 2000 policiers. 2 hélicoptères qui surveillaient en permanence la zone. Des chiens policiers dans la forêt. Je n'ai jamais croisé un seul invité de Bilderberg. À l'époque, le groupe prend ses quartiers dans ce décor à la James Bond, cet hôtel 5 étoiles. Un des rares Français à y avoir été invité lève un peu le voile sur le mystère Bilderberg. Tout a commencé par une étrange invitation. J'ai reçu un mail de quelqu'un que je ne connaissais pas, me disant, voilà, si ça vous dit, vous êtes le bienvenu pour l'édition 2017 de cette rencontre. J'ai accepté parce que, pour voir ce que c'était. Comme à chaque édition, le lieu est tenu secret jusqu'au dernier moment. 100 à 150 personnes s'enferment ensuite dans un hôtel privatisé, ultra sécurisé. À la tête du groupe Bilderberg depuis 6 ans, le Français Henri de Castres, ex-PDG d'AXA. Avec un comité, il sélectionne les invités et les thématiques abordées. Pendant 2 jours et demi, ils vont parler montée du populisme, Russie ou leadership américain par exemple, souvent sous un prisme libéral. J'ai pris beaucoup d'intérêt à écouter les travaux des uns et des autres. On travaille beaucoup à Bilderberg, du matin au soir. Vous comprenez la vision du monde des interlocuteurs qui sont là. C'est-à-dire, globalement, les dangers qu'ils identifient en matière de crise internationale, par exemple. Les opportunités qu'ils espèrent. Mais, le jour où il se produit un événement, comme par exemple la crise coréenne, vous avez en tête la façon dont les Américains et les Chinois peuvent réagir. Et ça vous aide dans l'analyse, dans l'interprétation des événements. À Bilderberg, pas de protocole. Les invités sont assis par ordre alphabétique. Thierry de Montbrial, membre du club pendant 30 ans, se souvient d'une atmosphère. Je me souviens une fois, j'avais entamé à l'un des repas une discussion tout à fait intéressante avec mon voisin. Puis je m'aperçois que c'est le président en exercice de l'Autriche. Nous parlions tout à fait normalement. J'ai fait la queue, je me souviens aussi, discutant avec Bill Gates, parce qu'on était en train de faire la queue pour se servir à déjeuner. Bon, ce qui est amusant, c'est qu'il y a un esprit d'égalité, au moins pendant le temps de ces rencontres, où tout le monde se comporte dans cet esprit-là. Pourquoi grands patrons ou chefs de gouvernement se réunissent-ils de façon si secrète ? La jeunesse de Bilderberg se dévoile d'abord sur le fronton d'un hôtel, au cœur d'une forêt hollandaise. Bienvenue à l'hôtel de Bilderberg. L'hôtel de Bilderberg.
L'histoire du groupe qui porte le même nom démarre ici, au hameau de Bilderberg, en 1954, en pleine guerre froide. Le prince Bernhard des Pays-Bas adresse une lettre à une soixantaine d'invités, politiques, têtes couronnées, industriels européens et américains. J'apprécierais vivement que vous assistiez à une conférence non officielle qui se tiendra fin mai aux Pays-Bas. Elle abordera les problèmes auxquels est confrontée notre civilisation occidentale. L'idée initiale, je crois, c'était de créer une sorte de club réellement transatlantique, c'est-à-dire Est-Ouest, c'est-à-dire entre les États-Unis et l'Europe occidentale, un club où il y aurait à la fois des personnalités politiques, économiques et intellectuelles, mais aussi du monde des médias, et qui pourraient discuter une fois par an des problèmes concernant ce monde, je répète, qu'on appelle toujours occidental. La première des réunions secrètes dure 3 jours. L'hôtel est sanctuarisé. Aucune livraison autorisée. Personne ne rentre, personne ne sort. Ambiance de défiance, quasi paranoïaque, car on craint les espions soviétiques. Chaque membre du personnel de l'hôtel a fait l'objet d'une enquête policière. Et chaque personne suspectée d'avoir des accointances communistes s'est vue interdite d'approcher l'hôtel. L'ancien directeur, qui était à ma place, a dû les éloigner et embaucher de nouvelles personnes. Même les enfants du directeur, sa femme, furent empêchés d'approcher l'hôtel. Ils étaient peut-être communistes. Je ne crois pas, non. Voici les photos de la toute première conférence. Animés par le prince, beaucoup de membres de l'OTAN sont là. Objectif, fédérer un front idéologique face au bloc soviétique. Parmi les invités, tous farouchement atlantistes des Français. Le député Antoine Pinay, futur ministre, ou Guy Mollet, futur président du Conseil, et bien sûr beaucoup d'Américains. Ici, c'est notre ancien prince. Ici, c'est David Rockefeller. Et Henry Kissinger. C'est comment l'ambiance de nuit à l'hôtel? Il y a des fantômes de Bilderberg? Non, il n'y en a pas. Ou alors, on ne les a pas encore rencontrés. Pas de fantômes, mais beaucoup de fantasmes. Le groupe de Bilderberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle ou dénomination assez inconnue du grand public. Des précisions, Dominique Bromberger. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement, des ministres importants, des personnalités de la politique, du monde des affaires et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclaration, ni communiqué. À quoi sert le groupe de Bilderberg? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. La guerre froide terminée, comment et pourquoi le secret a-t-il survécu? Rien n'est public, donc les discussions fonctionnent avec ce qu'on appelle la règle de Chatham House. Cette règle, c'est une règle qui a été inventée dans les années 30, en clair. Vous pouvez utiliser ce que vous avez appris dans ces discussions, mais vous ne devez pas le sourcer, c'est-à-dire l'attribuer à quelqu'un de particulier, et pas non plus révéler le nom des participants à cette discussion. C'est une règle qui permet aux participants de parler librement et de livrer justement le fond de leurs pensées sur les sujets qui les occupent. Il n'existe que très peu d'archives de ces réunions, mais dans les années 70, on trouve une conférence de presse du fondateur de Bilderberg, le prince des Pays-Bas, lors d'une réunion du groupe à Megève.
On ne fait jamais de résolution, aucune, jamais de recommandation. On parle sur le sujet et voilà. Allez-vous avant tout discuter de questions économiques ou avant tout de questions politiques? Tous les deux. Tous les deux, ça s'est toujours mélangé toutes les années depuis le commencement que nous faisons ces conférences. Ce jour-là, il n'est pas peu fier de rappeler que le groupe Bilderberg a vu venir le choc pétrolier de 73. Sans savoir, nous étions des petits prophètes. On dit la possible crise d'énergie. Avec l'arrivée d'Internet, le lieu des réunions est devenu de moins en moins secret. Bilderberg et son opacité de plus en plus critiquées. Je crois au complot et je dénonce le fait qu'une classe dominante perpétue son propre pouvoir. Bilderberg, c'est la reproduction des riches, des dominants à l'échelle mondiale. À chaque édition, complotistes, anticapitalistes, militants d'extrême droite ou gauche dénoncent un groupe occulte. Le groupe de Bilderberg aujourd'hui, c'est un groupe d'influence, il y a une part de lobbying aussi, c'est un réseau. Qu'est-ce que c'est? Je pense que des gens qui se réunissent là ne sont pas là pour définir une position commune qu'ensuite ils vont aller répercuter dans leur pays respectif. C'est absolument pas ça. Ça, c'est le mythe. On parlait pardon? On se coupe pas en deux non plus quand on est un homme public. Attendez. Ce mythe d'une espèce de gouvernement caché qui, en somme, prendrait des décisions pour le reste du monde, c'est sympathiquement absurde. Pour les anti-Bilderberg, le groupe serait le temple de l'entre-soi. On a l'esprit un peu focalisé en France sur les éditions précédentes où, une année, Macron a été invité, l'année d'après, Édouard Philippe. 18 mois plus tard, l'un est président, l'autre est Premier ministre. Du coup, évidemment, les complotistes font le lien de cause à effet en disant « Bien sûr, c'est parce qu'ils ont été à Bilderberg qu'ils ont été choisis là-bas, adoubés, et donc élus. » Ça n'a aucun sens. Et c'est même d'une naïveté confondante, si vous voulez. La réalité, c'est que quand vous êtes sur les rails sur les trajectoires de la réussite, normalement, c'est le rôle, probablement, de certaines personnes dans ces organisations, de vous identifier, de vous contacter, et puis de profiter de votre savoir. Est-ce que Bilderberg peut être un accélérateur de carrière? Il est certain que je pense que l'accélérateur de carrière, c'est les rencontres. Donc, il est évident que des gens, mettons, brillants dans leur domaine, plus ils sont amenés à rencontrer des gens qui sont impliqués dans le... Enfin, je vais employer le mot d'élite, qui, je crois, s'impose de toute façon. Et plus ils ont des chances, en effet, d'être repérés et donc d'avoir des opportunités. Ces liaisons dangereuses, il n'y a pas que les complotistes qui les dénoncent. Pour Mesut Onay, l'élu autrichien, c'est un déni de démocratie. Bien sûr qu'en démocratie, chacun peut se réunir en privé, c'est certain. Mais là, des politiques, élus par nous, qui rencontrent des entreprises d'armement, le lobby militaire, tout cela à huis clos. Les thèmes qu'ils abordent nous concernent forcément. Donc c'est difficile d'invoquer le caractère privé de cette rencontre. Oui, mais à ce compte-là, s'ils dînent ensemble en ville, c'est aussi scandaleux selon vous. Oui, mais quand ils le font en ville, ça ne coûte pas des milliers d'euros aux contribuables, comme c'était le cas ici en 2015. Le problème, c'est que le contenu des échanges et l'accès à l'information est privatisé. Mais les coûts d'organisation, eux, sont mutualisés.